Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci, merci d'être là si nombreux et nombreuses aujourd'hui. Alors, je suis aux commandes à la fois j'ai la chance de pouvoir accueillir euh, à la fois nos intervenants aujourd'hui, Anne Prévost, François Potier, qui sont enseignants à Neoma Business School et qui ont coécrit ce merveilleux livre. Euh, et pourtant, j'ai fait une école de commerce. Aujourd'hui, on va parler de trajectoire professionnelle et surtout de changement de trajectoire professionnelle, parce que c'est surtout ça dont il s'agit. Donc, je vais laisser la parole à Anne et François, peut-être pour introduire tout simplement leur travail, leur réflexion. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à écrire ce livre? Oui, Bien, bonjour à tous. bonjour à tous. Donc, je vais, voilà, on va vous parler de ce livre. On va peut-être d'abord vous donner les raisons de ce livre, et puis après, on vous indiquera comment on a procédé pour le construire, pour le rédiger. Et puis après, on abordera trois thématiques qu'on a choisies, mais qu'on pourra bien sûr élargir au gré des questions que vous pourrez poser. Alors, juste pour peut-être préciser les choses, le livre n'est pas vraiment dans notre champ de compétences à tous les deux, puisque Anne est prof de droit et moi je suis prof de comptabilité et contrôle de gestion. Donc les raisons qui nous ont fait l'écrire, c'est que, alors d'abord je décris le thème. Le thème, c'est les changements en fait radicaux de trajectoire professionnelle des diplômés d'école de commerce. Alors, quand je dis radicaux, il ne s'agit pas de dire, voilà, je faisais du marketing et je vais passer à la com, ou je faisais de la finance et je vais passer au contrôle de gestion. C'est non, j'étais cadre en marketing et je suis devenu boulanger, ou je suis devenu psychologue, ou je suis devenu pilote de ligne. Voilà, c'est ce qui nous a intéressé. Alors, pourquoi ça nous a intéressé? D'abord parce qu'on a lu que statistiquement, c'était plus des cas isolés. On estime que voilà, le nombre de diplômés d'école de commerce, ou le pourcentage de diplômés d'école de commerce qui font ce type de bascule, on va dire, c'est de l'ordre de 15% des effectifs. Donc, c'est pas neutre. Et puis, voilà, la presse en parlait pas mal. On les appelle souvent les nouveaux artisans. C'est comme ça qu'on les nomme, même s'ils ne sont pas toujours vraiment artisans, mais c'est le terme générique qu'on utilise le plus souvent. Et donc, voilà, on a voulu comprendre un petit peu les raisons de ces choix disruptifs de carrière, on va dire. Donc, c'est ce qui nous a guidés pour faire ce livre. Et puis, il y avait aussi le fait que, bon, vous savez que dans les écoles de commerce, on prépare nos étudiants, on va dire en majorité, à travailler dans des grandes entreprises, même si on a aussi évidemment des cours d'entrepreneuriat avec des outils pour aider les étudiants qui voudraient créer leur entreprise. Mais ceux qui créent leur entreprise en école de commerce en sortant directement de l'école, le plus souvent, c'est plutôt voilà, dans des activités liées à Internet, et rarement pour devenir boulanger, boucher ou psychologue. Donc voilà ce qui nous a, voilà pourquoi on a rédigé ce livre. Donc maintenant, je vais laisser Anne vous indiquer comment on a procédé. Je te laisse la parole, Anne. Merci François. Alors, comment on s'y est pris en fait, donc il faut savoir que François et moi-même avons une longue vie en école de commerce, puisque ça fait longtemps qu'on y est enseignant. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est l'aspect relationnel, c'est-à-dire qu'on a rencontré au cours de ce qu'on va appeler notre carrière, donc un certain nombre d'étudiants, et pour certains, nous avons gardé contact, et pour certains, donc, ils ont en effet changé de trajectoire professionnelle. Donc, partant de là, on avait ce qu'on va appeler un vivier de personnalités. Et puis, on s'est adressé bien sûr à l'association des diplômés, qui a une base énorme. Et on a choisi, je pense que c'est le mot, des diplômés suivant des critères qui étaient des critères d'âge. On voulait des jeunes et on voulait des moins jeunes. Donc, on a un panel qui va de 25 ans à 62 ans. On voulait des hommes et des femmes, bien sûr, donc dans un équilibre, on va dire, bon, s'il n'est pas parfait, du moins un équilibre quand même constaté. Et puis, on voulait bien sûr des gens qui avaient changé radicalement de trajectoire, c'est-à-dire pas forcément, voilà, le responsable market qui se dit j'adore la finance, bon, voilà, c'était pas pour nous un vrai changement de trajectoire. Donc, on voulait des changements de trajectoire qu'on va qualifier de radicaux.
Donc, la première surprise, en fait, de la démarche, c'est que, on a, sélectionné, 25, on va dire, profils, hein, François, si je ne me Oui, trompe. oui. Et puis, on s'est dit: «Bon, bah, sur les 25, s'il y en a 5 qui nous répondent, ça va être super». Donc ensuite, voilà, on retournera dans notre liste et puis on a envoyé 25 mails pour expliquer la démarche et on a eu 25 réponses positives. Et 25 réponses positives, immédiates, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient envie de partager. Et ça, ça va être la deuxième étape. Cette envie de partager, nous a conduit à mener des entretiens. Donc on s'est déplacé, hein, donc on a vu, voilà, on a vu le boucher dans sa boucherie, le boulanger dans sa boulangerie, bon, sauf pour ceux qui avaient fait ce changement à l'étranger puisqu'il y avait aussi des gens qui avaient changé, par exemple, une jeune femme qui a créé une école de musique en Afrique du Sud, un autre qui est devenu boulanger à Washington. Bon, là, bien évidemment, on ne s'est pas dérangé. Les Donc, budgets ne merci la permettaient pas. planète, hein. Ah, On n'a fait que du Skype. Mais ce partage a conduit, cette volonté de partager de nos diplômés a conduit pour nous à des vraies rencontres. Des entretiens qui n'étaient pas des entretiens directifs, hein, des entretiens qui duraient chacun assez longuement, où avec le recul, on peut constater que certes, il y avait des éléments factuels de changement de trajectoire, mais ce qui était surtout intéressant et je dirais même émouvant, c'est qu'ils ont livré d'eux-mêmes, vous voyez, de leurs émotions, de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentaient à chacune des étapes. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis, voilà, on va dire, de construire une réflexion. Alors, c'est une réflexion, hein, ce n'est pas la vérité sur les changements de trajectoire, mais on s'est assez rapidement aperçu qu'il y avait énormément de points communs. Il y avait énormément de points d'étape communs sur ces différentes trajectoires. Alors, c'est la raison pour laquelle, on a identifié en fait 3 points qui sont, les dénominateurs communs et qui ont permis le cheminement. Le premier point, je pense qu'il ne surprendra personne, hein, c'est la question du sens et de l'utilité du travail ou de l'utilité et du sens, hein, suivant le sens dans lequel on le met justement. Ensuite, le deuxième point, qui à mon sens et je pense François tu partages, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est ce qu'on a appelé alors, François vous expliquera la substance, ce qu'on a appelé l'événement déclenchant. C'est-à-dire pourquoi d'un coup d'un seul, ça fait 10 ans que je m'ennuie, au service marketing de chez Trucmuche et en 2 mois c'est fini quoi. J'ai claqué la porte, j'ai ouvert ma boutique. Enfin, qu'est-ce qui fait que d'un coup il y a la bascule? Et puis, de façon extrêmement intéressante aussi, le troisième point, c'est le rôle de la famille. La famille, joue, non pas un rôle, mais plein de rôles dans ces histoires-là mmh, et voilà et ça peut guider une réflexion aussi assez intéressante, ouais, voilà, sur cette famille qu'on rejette et puis qu'un jour, sur cette famille qu'on ne rejette plus et pourquoi ce changement et cetera, ainsi de suite. ouais, Donc ouais. voilà les 3 points, que on souhaite, partager avec vous. Donc, Bah, Laurent, super. peut-être? Eh ben, bah, écoute, sans transition, effectivement, on peut démarrer avec le premier point. C'est en effet pourquoi? Qu'est-ce qui motive ces gens comme ça à quitter leur job? Alors Anne, on peut peut-être, avant que tu ne prennes la parole pour développer le premier point, on peut peut-être dire que les lectures que nous avions faites avant de rédiger le livre nous Oui. avaient conduit à poser comme postulat que en fait, les gens faisaient ces changements brutaux de carrière parce que ils avaient un ras-le-bol de la grande entreprise. Donc le postulat de départ, c'était ça en fait, hein, D'a priori. suite aux lectures initiales qu'on avait faites. Et je vais laisser Anne voilà, dire ce qu'il en est advenu. Et alors, Voilà, finalement? on va le dire qu'à la fin. Ça, c'est le côté suspense. Alors, en fait, le 1er point, en effet, c'est ce rapport au travail. Alors, le rapport au travail, bon, je pense que là, on est bien tous conscients que le rapport au travail est très central dans nos vies, d'accord? Quand on rencontre des gens, souvent, bon, on les connaît pas trop, donc on dit comment on s'appelle et puis on dit: «Ah bah, tu fais quoi dans la vie?» et crac, ça y est, ça s'enclenche. Donc, tu fais quoi dans la vie? Et puis alors on te dit: «Bah, je suis prof de droit». «Ah bon? Ah, tu es prof de droit?» Bon voilà. Donc la conversation va s'enclencher là-dessus. Donc le travail a un rôle central dans notre vie, hein. Il nous positionne socialement, il nous positionne aussi individuellement, hein, puisque c'est quand même le quotidien, on y passe beaucoup de temps. Et ce travail, quand il ne nourrit pas, eh bien, conduit en fait à un épuisement, souvent psychique
Et on pourrait dire: «Mais pourquoi ton travail te nourrit pas, en fait? C'est quoi ta problématique? Pourquoi tu trouves pas, ton épanouissement dans le travail?» Et ça, ce qui revenait assez souvent chez nos diplômés, c'est la question du sens et de l'utilité. La question du sens et de l'utilité, la question aussi de l'ennui. Sens, utilité, ennui, donc on pourrait dire que c'est la trilogie, qui est apparue en premier. Alors, on pourrait dire, bah, tu c'est parce que tu t'ennuies que tu trouves plus de sens. Mais certains ont dit: «Non, c'est parce qu'en fait, je vois pas à quoi ça sert mon travail. Donc comme je vois pas à quoi ça sert, en fait, bah, finalement je m'ennuie». Donc c'est difficile de discerner, hein, entre, voilà, le sens que l'on donne que l'on souhaite donner à son travail et l'ennui qu'on peut y trouver. Qu'est-ce qui est le premier? Qu'est-ce qui est l'élément générateur? Néanmoins, on a essayé de concrétiser ça et souvent, les personnes interviewées ont dit, «Au début, je m'ennuyais pas. Au début, j'y trouvais sens, mais j'ai atteint mon objectif». Ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. C'est-à-dire, j'ai atteint mon objectif, je sais pas, je m'étais dit: «Tiens, je rentre au service marketing, moi j'aimerais bien être chef de produit», je sais pas, je dis n'importe quoi, shampoing. Je suis devenue chef de produit de cette catégorie de produits et comme j'ai atteint mon objectif, bah, c'est fini en fait, j'arrive plus à me réalimenter. Alors, pourquoi on n'arrive plus à se réalimenter? Ce qui est venu aussi très souvent, très, très souvent, et ça c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, de chercheurs sur ce point-là, c'est que le travail ne m'apprend plus rien. Je ne découvre plus rien. Le sentiment de ne plus apprendre, de ne plus grandir, de ne plus s'enrichir, de ne plus faire de nouvelles choses qui vous permettent d'avoir de nouvelles découvertes. Ça, c'est aussi un point très intéressant. Alors, c'est très intéressant d'un point de vue personnel, mais s'il y a des gens qui travaillent en RH, je pense que ça peut être aussi extrêmement intéressant pour le management des équipes de se dire, voilà, quand j'ai des membres d'une équipe qui s'essoufflent, peut-être, voilà, réalimenter en apprentissage, en découverte pour permettre de régénérer le moteur. Et puis, aussi, mais là, je pense que ça ne surprendra personne, hein, il y a quelqu'un qui a mis, «Je passe d'un Zoom à l'autre», c'est complètement dans le thème. C'est l'organisation du travail dans les grandes entreprises. Alors ça, c'est très spécifique aux diplômés grandes entreprises. C'est, l'organisation, des réunions à la chaîne, hein, des réunions à la chaîne où finalement on n'a pas la conclusion de la réunion, hein. On a tous échangé, puis on se dit: «Ah bah, c'est l'heure, hein, c'est la fin, j'ai celle d'après». Donc bah, on dit: «Ah bah, on fait quoi?» «Bon bah, écoute, on en reparle». Donc il y a ça. Il y a, beaucoup, beaucoup cité par les diplômés aussi, les PowerPoint à la chaîne. J'ai fait des kilomètres de PowerPoint. Je suis devenue un expert en PowerPoint. J'ai fait des méga présentations PowerPoint en comité de direction et de dire: «Bah, ça sert à rien parce que personne ne les regarde. À la fin, on n'en peut plus des PowerPoint». Donc voilà, le fait, d'atteindre son objectif, le problème d'organisation de l'entreprise et puis la distorsion. Alors la distorsion entre ses valeurs et les valeurs de l'entreprise, ça aussi très souvent cité, hein, sur cet épuisement. Voilà, sur cet épuisement que l'on ressent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que, bon, les diplômés, comme je pense tout le monde, hein, sont entrés en entreprise un peu la fleur au fusil avec, certaines valeurs. On peut citer, François, une jeune femme, qui aujourd'hui est fromagère, qui est rentrée donc, au service marketing, d'une marque de vêtements, qui prônait, le développement durable, la responsabilité sociale, le contrôle des chaînes d'approvisionnement, et donc, elle est rentrée avec ces idées-là qui lui correspondaient complètement. Puis elle s'est vite aperçue, bah, qu'il faut, être rentable, et quand il faut être rentable, il faut faire des choix, et que les choix, bien sûr, étaient plus en accord avec ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose, qui a été cité. Alors, pour conclure sur les éléments, de cette première partie, je reprendrai, ce qu'a dit un diplômé, hein, qui travaillait, dans une grosse agence de com, et il dit: «En fait, quand je rentrais chez moi le soir et que ma fille me disait, bah, tu alors elle racontait sa journée à l'école, on a fait ci à l'école, j'ai fait ça, bon, et il lui disait: «Et toi papa, tu as fait quoi?» Et il dit: «Là, pour moi, c'était très difficile de raconter ce que j'avais fait de ma journée». C'est-à-dire que j'avais pas de choses à raconter.
Et d'ici, je lui disais: «Tu sais, j'ai fait 5 réunions, différentes, sur des problématiques, je sais pas, de chaîne de production, de flux logistiques, et puis finalement, il en est rien sorti, parce qu'il a fallu passer à la réunion d'après». Il dit: «Ça, je pouvais pas lui dire», et donc j'étais, en fait, il était muet, quoi. Il lui disait: «J'ai travaillé, point», et il pouvait pas illustrer. Mmh. Et ça, c'est vraiment, ce qui va résumer, en fait, ce propos, liminaire. C'est de dire, «Je peux pas raconter ce que j'ai fait parce que ce que j'ai fait est très abstrait et que moi-même je comprends pas bien les conséquences de mon implication dans le travail. Je vois pas mon rôle dans le produit fini, je vois pas, en fait, comment je mets ma pierre à l'édifice». Alors, cette situation, dure plusieurs années, hein, les diplômés qu'on a rencontrés, et ça, on y reviendra peut-être, sur l'événement déclenchant quand François aura fait Oui. sa présentation. Ah, Sur majoritairement, on va commencer à souligner la nuance. Majoritairement, sur les diplômés rencontrés, cette situation a duré plusieurs années, hein. Plusieurs années, ça veut dire, on va dire, 10 ans, d'accord? Pour vous donner une moyenne. Mais je dis majoritairement, parce que sur les diplômés plus jeunes, cette situation a duré beaucoup moins longtemps. Donc ça, c'est déjà une nuance importante que l'on peut amener. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'ennui qui est, beaucoup plus, présente, chez, des diplômés plus âgés. Alors, quel âge à peu près? Je dirais sur des diplômés entre, 40 et 60, hein, puisqu'on a un monsieur de 62. Donc, voilà, sur cette génération-là, 40-45, bon, ça dure. Sur des 25-30, j'attends pas 10 ans. Donc ça, c'est déjà, quelque chose d'assez intéressant dont on pourra bien sûr, reparler par la François suite. va peut-être redévelopper. Donc effectivement, pour cette première partie, qu'est-ce qui motive les gens à quitter leur job, même si s'ils subissent pendant longtemps, ben, il semblerait que c'est plutôt la perte de sens, hein, de concret, de Oui. plaisir, d'énergie, finalement de joie, de ce qui les anime, et puis pouvoir parler en effet de ce qu'on fait avec plaisir, avec enthousiasme. Quand on perd ça, hein, quand on perd cette essence, ben, ça questionne. Et du coup, l'étape suivante, et je pense que c'est François qui va le développer, c'est finalement qu'est-ce qui fait que ça bascule, et que surtout ça bascule d'un coup, parce qu'il semble que ce soit un phénomène, la décision, autant on peut attendre assez longtemps, mais quand la décision est prise, ça va vite. Oui. Je voulais juste ajouter un ou deux points à ce que a Bien dit Anne. sûr. Effectivement, parmi les éléments qui donnent du sens au travail, il y a notamment ce qu'on appelle la variété des compétences qu'on est amené à utiliser dans son travail au quotidien, et aussi l'identité du travail. Ce qu'on appelle l'identité du travail, c'est le fait qu'on fasse un travail, je dirais, du début à la fin. Et effectivement, bah, dans pas mal d'organisations, notamment dans les grandes entreprises, ces deux concepts-là, bah, ils sont effectivement souvent mis à mal. Hein, parce qu'effectivement, bah, on est spécialisé, donc la palette des compétences qu'on a utilisées est plutôt restreinte et pas si variée que ça. Hein. Et puis, l'autre élément, bah, c'est qu'effectivement, le travail est parcellarisé, on va dire, je ne sais pas si c'est très français, mais voilà, et qu'on est très peu à pouvoir voir de A à Z de ce qu'on fait finalement. Hein. Et c'est aussi une difficulté parce que de ce fait-là, on a du mal à mesurer les conséquences de ce qu'on fait. Hein. Ça a été, on a eu beaucoup de personnes qu'on a questionnées qui nous ont dit, bah, voilà, dans ma nouvelle activité, dans mon job de nouvel artisan, bah, je vois tout de suite ou très rapidement les conséquences de ce que je fais. Hein. Donc, voilà quelques éléments que je voulais ajouter à ce qu'a dit Anne. Donc, on va effectivement passer au Le deuxième facteur thème. déclenchant, voilà. Et voilà, Qu'est-ce qui nous, fait que ça bascule? on l'a appelé l'événement déclenchant, c'est-à-dire ce qui fait que, effectivement, à un moment donné, on va faire la bascule. Donc, comme Anne l'a dit, c'est assez insidieux, et notamment pour les plus âgés, c'est-à-dire que voilà, on peut vivre assez longtemps dans son job en étant finalement pas très satisfait de ce qu'on y fait. Hein. Et donc, bah, pour nous aider à changer et à faire le grand saut, il faut qu'il y ait un événement déclenchant. Alors,
les gens qu'on a interviewés nous ont donné différents exemples, hein. Ça peut être effectivement la perte d'un proche, par exemple, ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être un enfant qui a des difficultés psychologiques dans son développement, par exemple, hein. Et ça a été aussi pour certains les événements de 2015, hein, les attentats de 2015. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces événements-là, finalement, quand on les vit, bah, ils sont très intrusifs, ils touchent notre émotionnel, si je puis dire, hein. Et finalement, ça conduit très souvent, à une remise en cause des valeurs qui nous guidaient jusque-là, hein. C'est-à-dire que, bah, effectivement, voilà, quand on est, en fin d'adolescence, quand on entre dans une école de commerce, heu, les choix qu'on fait, ils répondent à des valeurs qui sont pas à proprement parler forcément les Mmh. nôtres, hein, qui sont très influencés par notre environnement, par tout ce qui est autour de nous, hein, parce qu'on n'a pas encore la maturité suffisante pour, finalement s'affirmer en quelque sorte, hein. Et l'événement déclenchant, c'est l'occasion de faire un peu table rase, finalement de ces valeurs qu'on s'était attribué ou qu'on nous avait attribué, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui n'étaient pas véritablement les nôtres, et finalement bah, de se replonger sur ce qui constitue ses propres valeurs, si je puis dire, hein. Donc on se relie à sa personnalité, si je puis dire, en quelque sorte, À se hein. réapproprier, Voilà. Oui, On se faire un réapproprie, tri et prioriser ou aller à l'essentiel, quoi. mmh, voilà, tout à fait. Et donc, alors, il n'y a pas seulement ce changement de valeur, il y a aussi le fait que en fait, c'est cet événement traumatique que l'on vit, il va aussi déclencher notre créativité, si je puis dire, hein. Alors, il y a différentes explications sur ce phénomène-là, hein. Il y a des explications qui disent, bah voilà, pour vivre ces événements, pour survivre à ces événements traumatiques, hein, à ces événements déclenchants, bah, il faut savoir s'adapter. Et donc, voilà, c'est cette adaptation qui permet de développer de la créativité, hein. Il y en a d'autres qui disent, bah, effectivement, ces événements déclenchants, bah, ils ont créé quelque part un vide qu'il faut en quelque sorte combler, hein, et on le comble justement en faisant appel à sa créativité. Alors, il y a eu des études sur le sujet, mmh, hein, oui, il y a eu des études notamment sur les soldats américains qui étaient sur des mmh, théâtres d'opération, hein, et on s'est aperçu qu'effectivement, ceux qui avaient vécu les traumatismes les plus forts étaient ouais, ouais, devenus les plus créatifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils étaient voilà, devenus des virtuoses du violon ou des as hein, de la peinture, mais voilà, ils avaient développé beaucoup d'activités créatives, hein, dans des domaines très, très, très variés, si je puis dire. Et Donc la donc, créativité au service de la résilience, finalement. oui, oui, c'est en ça, quelque c'est tout sorte, à hein, fait ça. voilà, on peut utiliser les 2 termes, hein. Il y a effectivement le concept de résilience, hein, et puis le concept de croissance post-traumatique, Mmh, hein, voilà, qui fait qu'effectivement, suite à cet événement déclenchant, eh bien, on va se reconstruire une personnalité qui est assise sur, si je puis dire, nos vraies valeurs, et pas celles qu'on nous a inculquées ou qu'on s'est laissé inculquer en quelque sorte. Mmh. mmh. Oui, tu as parlé d'une connaissance de soi. Je ne sais pas si tu l'as évoqué, François, une Oui, tout meilleure à fait, connaissance de tout soi, à fait, finalement, hein? tout à fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, et Yann en a un petit peu parlé, c'est que on a l'impression que ces événements déclenchants, ils sont moins nécessaires pour les plus jeunes, hein. Les témoins que l'on a interrogés, qui sont dans la tranche d'âge la plus jeune, ont eu moins besoin de ces événements déclenchants. Alors, bon, nous, on n'a pas d'explication, on n'a pas lu d'explication sur ce phénomène-là. On s'est dit simplement avec Anne, bon, bah, peut-être que les valeurs que notre entourage nous avait insufflées, finalement, on les a, on se les a encore plus appropriées au travers des multiples expériences qu'on a pu vivre dans la vie, hein. Et donc, plus on est âgé, plus on a eu d'expériences et plus elles sont ancrées en nous, et plus on a besoin d'un événement déclenchant important pour en faire un peu table rase. Alors que c'est moins le cas des plus jeunes, hein, voilà, qui se sont peut-être moins incarnés ces valeurs parce qu'ils ont eu moins d'expérience, parce qu'ils sont plus jeunes, tout simplement. Avec son Et donc, habitude voilà, et que pour eux, l'événement déclenchant n'est peut-être pas absolument indispensable. et puis l'acceptation aussi peut-être, une question de culture ou de sensibilité. Oui, tout à fait, hein. C'est vrai que
voilà, le fait d'accepter de se donner de nouvelles priorités, de se construire sur de nouvelles valeurs, c'est effectivement un événement extrêmement important dans la démarche de changement d'activité. Hein, alors, nous, on a dit jusqu'alors, effectivement, changement de métier ou changement radical de métier, mais c'est presque des changements de vie. Hein. D'ailleurs, Oui, on a surpris plusieurs témoins à nous dire ben, finalement, j'ai changé de vie et oui. pas seulement j'ai changé de travail ou j'ai changé de métier. Alors, ce qu'on peut peut-être rajouter sur l'événement déclenchant, qui est évidemment pas dans le livre, puisque le livre était terminé quand cette situation Covid s'est enclenchée, c'est que donc on continue bien sûr à être en veille sur le sujet. Et avec François, nous sommes persuadés, et Laurent, puisqu'on en a discuté au préalable, que cette situation Covid constitue un événement déclenchant. Cette situation Covid constitue un événement traumatique pour beaucoup de gens. Déjà touchés personnellement, touchés familialement, mais aussi, voilà, on est dans un environnement, surtout sur le premier confinement, le nombre de morts s'affiche à la télé, on voit des cercueils alignés dans des gymnases, et cetera. Enfin, ça, c'est de l'événement traumatique, d'accord? C'est, collectivement, individuellement traumatique, et on constate, et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ça, il y a pas mal d'émissions d'ailleurs qui fleurissent là-dessus, hein. Je signalais hier soir, il y avait la grande librairie sur le thème justement du changement de vie à travers le changement, donc de trajectoire et de métier. En fait, on constate que c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, et je pense que suite, et il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat, hein, voilà, est-ce que les différents confinements sont des événements déclenchants, hein, je le vois là qui apparaissent sous mes yeux. En fait, moi, je pense sincèrement que oui, parce qu'on retrouve tous les ingrédients donc du traumatisme, et traumatisme qui bouleverse, hein. Je pense que chacun ici pourrait témoigner, hein, ça bouleverse les valeurs, ça bouleverse la relation au travail. On dit, bah, finalement, je fais ça, je suis là, tout peut basculer du jour au lendemain. On avait l'habitude de le dire avant, mais là, on l'a vu, d'accord. Le 17 mars, d'un coup, on dit, allez, c'est fini, vous sortez plus de chez vous, les rues sont vides. Enfin, voilà, tout peut basculer du jour au lendemain. Là, on en a tous un exemple vivant, et je pense que ça va constituer un des éléments qui vont conduire beaucoup de gens à changer de trajectoire, et à se reconnecter. Alors, c'est peut-être une phrase, un lieu commun, mais c'est tellement vrai. Se reconnecter à son moi profond. Parce que cet événement traumatique, c'est comme s'il cassait les murs de la maison, et que vous étiez obligé de reconstruire une maison, mais cette fois-ci, qui vous correspond, d'accord? La maison qui est complètement en phase avec votre façon de vivre, et cetera. Donc ça, bon, ce pourrait être une étape d'après, mais voilà, c'est un événement qui nous conduit à constater qu'en effet, le changement de trajectoire pour la majorité d'entre nous, nécessite quelque chose, un événement important, hein. C'est pas «j'ai juste la grippe», hein, bon, certains ont évoqué la maladie, le décès d'un proche, enfin, un événement profondément bouleversant. Ça peut être un divorce, un burn-out, voilà, ça Voilà, peut être un tout à événement fait. familial ou Ouais. Oui, ceux qui ont parlé des événements de 2015 en termes d'événements déclenchants, des attentats, bah, hein, voilà. Mmh. voilà, il y Pareil, a une personne qui aurait dû se trouver sur les lieux des Bataclan. attentats, et Mmh. bon, par chance pour elle, il en a été autrement, et une autre qui s'est trouvée bloquée 5 ou 6 heures dans un restaurant dans Paris et qui n'a pas pu sortir à cause des événements déclenchants. Donc, Mmh. effectivement, Mmh. c'est très intrusif, quoi. Mmh. Bah, du coup, on se rend compte que le facteur déclenchant, en apparence en tout cas, vient souvent de l'extérieur, c'est une sorte de choc, de prise de conscience, mais que pour se remettre en question, se remettre en cause et re- reprendre conscience ou solidifier ce socle dont tu parlais, Anne, pour reconstruire sa maison après le tremblement de terre, bah, finalement, c'est à l'intérieur qu'on va le trouver. C'est aller questionner Tout qui à nous fait. sommes véritablement, quels sont nos fondements, nos valeurs, notre identité, nos besoins, nos aspirations, nos forces, ne serait-ce de capitaliser que sur des forces. Et il me plaît à faire la différence en accompagnement, surtout individuel, sur les gens qui se Mmh. questionnent sur le sens de leur vie en général et de leur vie professionnelle en particulier. Et ce que vous avez évoqué, on voit bien que la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est la même, hein, on n'a qu'une vie, et on n'est pas deux personnes coupées en deux, mais bien une et même personne qui a sa vie en général et un travail en particulier. Donc tout l'intérêt, c'est
pourquoi j'y suis, qu'est-ce que je peux y faire, comment je peux être moi-même et m'épanouir dans ce travail. Et quand il y a ce choc, ce tremblement de terre, cette secousse inattendue, finalement, la solidité qu'on va retrouver, c'est déjà en soi. Et Mmh. c'est tout un travail qui est plus ou moins facile, plus ou moins long. C'est aussi pour ça que ça nécessite d'être accompagné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup déjà de bilans de compétences qui, dans le cadre du Covid, se sont développés. Beaucoup d'accompagnement. Bilan de compétences, c'est le terme assez générique, mais ça peut être du coaching, ça peut être même une thérapie. Il y a plein de Mmh. manières de se libérer de freins, d'accéder à soi et à son soi profond, effectivement, sa puissance personnelle, sa lumière personnelle. Donc, et c'est essentiel. Effectivement, l'encouragement que l'on peut donner à ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, qui n'ont pas encore quitté ou connu une secousse, on n'est pas forcé de l'attendre non plus. Ça peut être aussi une prise de conscience. Et je pense que cette visio d'aujourd'hui peut être aussi un éclairage pour les gens qui se questionnent, mais pas encore plus que ça, ou qui n'ont pas vécu un gros choc. Mais voilà, on n'est pas forcé d'attendre ce choc. Finalement, ça peut être aussi un encouragement aux personnes, même si qu'elles aient eu une carrière plus ou moins longue. Ça peut être en effet chez des jeunes comme chez des plus âgés, les encourager à se questionner qui ils sont, c'est quoi finalement leur singularité, qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques, parce que nous sommes tous uniques, parce que c'est sur cette singularité que l'on peut sentir l'aspiration, à quoi on est appelé dans nos vies. Et je rappellerai ce thème de vocation, qui est effectivement cet appel que l'on reçoit. On ne sait pas d'où il vient, mais on est cette petite boussole, cette petite voix, ces petits signaux que le monde nous envoie, qui nous encouragent à bouger et à bouger pour le meilleur, en tout cas vers le meilleur. Et du coup, effectivement, c'est ça qui va pouvoir aider à changer le cap vers le bon cap et vers la bonne destination. Et ça prend un peu de temps parfois, voilà. Alors, je me permets de compléter le propos maintenant Bien avant de sûr. laisser la parole à François, parce que voilà, il y a une remarque dans le chat qui est vraiment extrêmement pertinente sur le constat que nous avons fait que les jeunes changent plus vite que les gens qui sont un petit peu plus matures. Donc, il y a personne qui dit, voilà, les jeunes sont plus éveillés dès le départ. Du coup, ils ont développé moins de verrous et de peur. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'ils sont plus légers, peut-être parce qu'ils sont jeunes, d'accord? Donc ça, c'est voilà un postulat qu'on peut poser. Quand voilà, ils ont moins de valises ou leurs valises sont moins pleines, on va dire. Mais il y a aussi un autre élément, je pense, et qui permettra de faire le lien avec le troisième thème qui est la famille, c'est que les jeunes, donc voilà ce qu'on appelle les jeunes, c'est pour ceux qui sont voilà, dans la cible de l'interview, c'est des gens qui ont 25 à 30 ans. Ils n'ont évidemment pas reçu la même éducation que ceux qui en ont 50. D'accord? Le positionnement parental, la relation parentale est pas la même. L'autorité parentale n'est pas la même. Je pense que voilà, si certains d'entre vous ont des enfants dans cette tranche d'âge, on peut vite se dire qu'on ne les a pas tout à fait élevés, donc moi c'est mon cas, qu'on ne les a pas tout à fait élevés comme nous l'avons été. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation, il n'y a aucun jugement par rapport à l'éducation que chacun a reçue. C'est tout simplement de constater que ce n'est pas la même chose. Les enfants parlent à table, prennent la parole, disent je vais pas bien, on dit tu vas pas bien, peut-être tu devras aller voir la psy, ça va aller mieux, pose ton problème. Enfin, voilà, ce sont des choses qu'on dit assez facilement aujourd'hui, des conversations qu'on a assez facilement avec un enfant que quand on a 50 ou 60 ans, c'était pas la même relation. Enfin, les parents posaient, tu dois faire des études, travailler à l'école. L'objectif, c'est d'être socialement installé, confortablement installé, d'avoir un travail sûr. Enfin, vous voyez, toutes ces choses C'est plus pour des conformiste parents. et oui. Voilà, plus conformiste pour des parents qui avaient peur de la crise économique, peur de la perte d'emploi. Donc on a posé des rails qui, font que peut-être, les gens qui ont entre 50 et 60, se sont dit: «Bon, jouer avec le travail, c'est compliqué, quoi». Vous voyez, le travail, c'est engageant, il faut un travail, il faut qu'il soit sûr et cetera. Que la jeune génération n'a pas cette relation-là. Moi, je discute avec des étudiants qui sont en fin d'études, qui disent: «Oui, bon, je ferai ça 1 an, mais voilà, je ne vais pas m'embêter plus 1 an dans une entreprise et puis après ou directement, je vais faire le tour du monde», par exemple. Vous voyez, plein d'étudiants en fin d'études disent: «Je prends 1 an pour faire le tour du monde». Donc voilà, c'est une expérience magnifique. Il faut oser.
Ouais. Est-ce que nous, en fin d'études, alors je dis nous, bon, puisque voilà, je me prends comme référence dans la cible 50-60, est-ce qu'une génération 50-60, en fin d'études, on se serait dit: «On va faire le tour du monde», vous voyez? Juste cet exemple-là. Donc c'est vrai, la remarque est mentionnée dans le chat, ils ont développé moins de verrous et de peurs, peut-être parce qu'ils sont jeunes, mais aussi parce que voilà, c'est une autre génération, ce sont d'autres paramètres, c'est une autre éducation qui fait que pour eux, le changement est plus simple. Alors Oui, le changement ils est ont plus sûrement d'autres simple peurs parce aussi, hein. Je pense qu'ils ont quand même des peurs. oui, bien sûr, oui, oui, bah, oui. Le changement est plus simple parce que familialement, c'était pas le même contexte et donc c'est François, hein, qui va Oui, bah, oui, parce développer que voilà. franchement, sur Ouais. le rôle de la famille, c'est vraiment intéressant, hein. Effectivement, Oui. la famille est vraiment plus ou moins proche de l'enfant qui grandit, qui devient un adulte, etc. Et c'est intéressant de voir ce lien par rapport à la famille. Oui, donc juste pour, assurer le lien entre voilà, l'événement déclenchant et la suite, effectivement, je pense que ce qu'a dit Anne, ça peut aussi se résumer sous le terme de mobilité, hein, on se rend compte que, voilà, les jeunes sont plus mobiles, certainement parce qu'ils ont beaucoup plus d'informations que nous, on ne pouvait en avoir. Ils sont beaucoup plus mobiles géographiquement, ils sont beaucoup plus mobiles intellectuellement, ils sont beaucoup plus mobiles dans leur goût et c'est ce qui les amène peut-être à changer effectivement plus facilement et plus rapidement de métier ou de trajectoire Puis que nous. il y a un truc qui est arrivé il y a 20 ans qu'on appelle l'internet. Ça doit y jouer. Ça doit- Alors, dernier point, oui, le rôle de la famille. Donc, autant pour les deux premiers thèmes, on s'était réparti les rôles et on avait dit, voilà, Anne, tu vas parler du sens et François, tu vas parler de l'événement déclenchant. Bon, là, ça va être un peu plus mélangé, si je puis dire. Ce dont on se Chouette. rend compte dans les entretiens qu'on a fait, c'est qu'effectivement, bah, la famille est un petit peu est présente quasiment dans toutes les étapes de ces changements de carrière radicaux. Alors, si on veut commencer par le premier point, elle en est parfois tout simplement, on ne va pas dire la cause, mais une des causes. Hein, voilà, j'ai un enfant qui va pas bien, il faut que je passe plus de temps avec lui. Voilà, donc ça m'amène à réfléchir sur comment je pourrais m'organiser pour le faire. Euh, on est deux à faire carrière, ça pose problème. Il y en a un des deux qui voilà va réfléchir à une autre manière d'organiser sa vie professionnelle. Euh, Ça peut être aussi la volonté de, là aussi il y a la notion de famille, de retrouver dans l'entreprise une ambiance familiale. Mmh. Hein, ça a été beaucoup évoqué et on a sollicité, entre guillemets, un expert sur le sujet dont on pourra parler après, si vous le voulez. Donc, on voit que déjà, dans la raison qui fait qu'il y a ce basculement de carrière, la famille est très souvent largement présente. Hein. Le deuxième stade où elle est également très présente, c'est dans le choix du nouveau métier. Alors, ce n'est pas le cas pour tous, mais je dirais peut-être pour 50% des cas, dans Oui, au moins. 50% des cas à Ouais. peu près, ou peut-être plus, euh, métier, le nouveau métier qui a été choisi par les témoins que l'on a rencontrés est très souvent celui des parents, celui de la famille, ou proche de celui des parents et proche de celui de la famille. Hein, il y a aussi, alors c'est pas seulement faire ce que faisait papa ou maman, c'est aussi la volonté peut-être de se rapprocher hein, de sa famille par le biais du métier en quelque sorte, par le biais du travail. Hein, c'est une. Ouais, ça, si je peux me permettre juste de Vas-y. compléter sur ce point-là qui est vraiment extrêmement intéressant. Heu, Ça, on l'a découvert et parfois, on a même un diplômé, hein, qui, lui est devenu vigneron et qui a dit, «Mais c'est en discutant avec vous que je me suis aperçu que cette nouvelle activité, me replongeait dans des racines familiales, donc et je ne l'avais pas identifié» et c'est vrai que c'est inconscient, parfois, souvent dans le choix du métier, fait que on s'est aperçu que, voilà, une jeune femme qui est devenue cuisinière, qui développe, au début de la cuisine traditionnelle, hein, elle est chef dans un resto et puis qui maintenant, fait de la cuisine plutôt laotienne et finalement elle donc sa famille, ses grands-parents, sont venus du Laos, au moment, des événements politiques et cetera. Donc on pourrait multiplier les exemples, chaque exemple n'est pas qu'un exemple, enfin chaque exemple est profond parce qu'il y a, un retour aux racines.
cette volonté de se reconnecter. Alors, c'est intéressant parce qu'au début, la famille, elle a cassé les pieds parce que soit elle t'a pas aidé à choisir, soit elle t'a dit, «Tu seras directeur marketing chez Danone et ça va être trop bien». Bon, alors on a dit: «Oh bah oui, tiens, bonne idée, je vais faire ce que tu dis». Donc la famille, elle a fait un peu ça quand même au départ, hein, faut le dire. Et puis un jour, en fait, quand on revient sur ce que l'on est, on se reconnecte à ces racines-là. Et ça, voilà, ça j'ai trouvé ça, extrêmement, intéressant, hein. Donc c'était juste pour focuser, sur ce point, que tu avais mis en avant. Et puis, je pense que c'est le troisième élément que tu veux développer sur la famille, c'est le soutien. Ouais, tout à fait, hein, voilà, donc j'en ai parlé dans la famille, est souvent une cause du changement, elle intervient dans le choix du nouveau métier et effectivement, elle est très présente en termes de soutien. Alors, d'abord parce que la personne qui fait ce changement de carrière brutale en a besoin, hein. Il faut, voilà, il faut quitter, on n'a pas choisi d'en parler trop aujourd'hui, mais ça, on pourrait aussi l'évoquer. On choisit quand même quelque part de quitter le plus souvent un statut. Hein, Mmh. on était peut-être voilà, directeur marketing dans une entreprise et on va lâcher le poste de directeur pour finalement un chemin voilà, qui va mener au métier d'artisan dont on n'est pas très sûr. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Donc, ne serait-ce que psychologiquement, on a besoin d'être soutenu. Hein. On peut aussi insister sur le fait que tous les gens qu'on a rencontrés ont dû se former à leur nouveau métier. Alors, c'est évident pour le pilote de ligne et la psychologue, bien entendu, mais c'est aussi évident pour le C'est plus boucher rassurant d'ailleurs. et le boulanger qui ont dû passer un CAP, sinon ils ne pouvaient pas s'établir tout simplement. D'accord? Et donc Des ça veut dire compétences, quoi? ouais, il y a des qualités, techniques Mmh. ou Bien sûr, des diplômes nécessaires, ouais. bien sûr, les diplômes nécessaires. Et donc ça nécessite de remettre les pieds dans un lieu de formation, de remettre les pieds à l'école en quelque sorte, et c'est pas toujours quelque chose de facile. Donc le soutien de la famille est là aussi important. Hein. Il y a aussi l'aspect financier. Hein, voilà, je quitte un job où j'étais relativement bien rémunéré pour, dans un premier temps, voilà, être formé, bon, peut-être toucher des indemnités, mais qui ne seront pas à hauteur de ce que je pouvais gagner avant, et puis commencer un nouveau job où les débuts vont certainement financièrement être difficiles. Donc ça nécessite aussi le soutien, je dirais, là, purement matériel de la famille. Et puis il y a le dernier type de soutien, qui est le soutien, enfin, la validation, si je puis dire, du projet. Hein. Ça a été notamment très clair pour la jeune fille, la jeune femme qui est devenue pilote de ligne. Ses parents étaient dans l'aérien, puisque son papa était pilote de ligne et sa maman était chef d'équipage. Hein, voilà. Et elle a dit, moi, j'aurais pas pu me lancer dans ce nouveau métier si je n'avais pas eu la caution ou l'aval de mes parents. Donc elle dit, j'ai eu besoin de ça pour pouvoir effectivement engranger 2 ans de formation, puisqu'elle a fait 2 ans de formation pour devenir pilote de ligne, et ensuite voilà, être embauché dans une compagnie et exercer à temps complet, si je puis dire, le métier de pilote de ligne. Hein. Alors, Ouais. un point qu'on peut peut-être aussi lier à l'aspect famille, il y a le regard des autres. Hein, euh, on a évoqué dans nos entretiens la notion de déclassement qui est liée à ce que je disais tout à l'heure. On quitte un statut de directeur financier pour devenir boulanger. Bon, quelque part, on laisse un costume de côté, voilà. Euh, et la plupart des gens nous ont dit on n'a pas ressenti de déclassement. Je dirais que peut-être dans 5 ou 10% des cas, la famille a dit ah tu te rends compte, tu abandonnes voilà un job de rêve, etc. Pour te lancer dans un truc inconnu, mais Mmh. ça a été relativement marginal. Ouais, On va dire ouais. que dans 90 ou 95% des cas, le changement de job a été complètement supporté et accepté par l'environnement familial. Alors juste aussi parce que finalement en boucle, bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc si je lance juste l'idée, juste aussi parce que le monde a changé. C'est-à-dire que dans les journaux, tu as un diplômé d'HEC qui devient boulanger, tout le monde dit: «Ah, c'est trop bien». Le cadre à la défense dans son costume gris, maintenant on dit: «Ah, le pauvre». Alors qu'avant, il faisait rêver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même eu un changement de paradigme Oui, qui fait que ces diplômés qui changent, voilà, d'activité et qui vont, vers des activités artisanales majoritairement, il y a un regard, de la société qui est un regard valorisant.
Là encore, il y a 30 ans, je suis pas sûre si tu dis, «Je fais plus la fac de droit, mais je vais venir mercière», bon là, je suis pas bien sûre que le regard aurait été le même. Or aujourd'hui, le regard a changé. Ouais. Oui, je Bon, pense qu'il y a pardon. pardon, excuse-moi Laurent. Il faut dire aussi que ces gens-là n'exercent pas leur nouveau métier comme l'exerce quelqu'un qui a juste un CAP. Ils l'exercent Oui, différemment. Oui, c'est un vrai choix et c'est Voilà. le fruit d'un chemin, d'une Voilà. maturité, Ils oui. sont le plus souvent orientés sur des produits haut de gamme. Ils ont la volonté de ne pas vendre un produit ou un service au client, mais de lui faire vivre une expérience. Enfin Ouais, bon, ouais. voilà. Bah, c'est-à-dire que oui, voilà, la formation à école de commerce transparaît quand même dans la façon d'exercer l'activité. Bon, ça, c'est ouais. voilà, donc ça, c'était les différents éléments. Bon, c'est vrai qu'on va pas, développer plus longtemps pour laisser à chacun le temps de s'exprimer. oui, peut-être un petit peu de temps, oui. Mais c'est en Voilà. tout cas en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une notion de courage, hein, de courage d'être soi. On n'est Mmh. pas seul, donc quand on parlait de famille, bah, oui, il y a le conjoint, la femme ou le mari, qui doit assurer ou qui doit soutenir surtout, donc Mmh. soit financièrement ou, moralement, parce que je pense qu'il faut un soutien psychologique aussi, puis un accord, hein, avoir l'accord de son conjoint, avoir le soutien de son conjoint, c'est vraiment important dans ce genre de remise en question. Et puis, vous avez évoqué la famille au sens plus large, c'est-à-dire les ancêtres, enfin, Mmh. les ascendants, les parents, tout simplement, qui peuvent être mis à contribution. Parfois, quand il n'y a pas forcément le soutien financier proche ou possible ou suffisant, et qu'effectivement, du coup, la famille qui, du coup, les parents qui, au début, c'est ça qui m'a intéressé et qui m'a interpellé dans notre discussion quand on a préparé cette intervention, et je trouve ça assez éclairant, je n'avais jamais connecté à ce type de constat, c'est que finalement, autant les parents peuvent parfois encourager leurs enfants pour une carrière qui leur ressemble, et tant mieux, Mmh. mais souvent, il y a une projection, il y a une attente ou une peur donc, qui nécessite de choisir un emploi qui sera sûr, qui garantira à l'enfant d'avoir des revenus, un emploi toute sa vie, comme si ça allait continuer à exister. Ça, on est en train de changer effectivement de paradigme, mais il y a en effet le parent qui, par peur ou par sécurité ou par injonction, va imposer ou soumettre ou influencer son enfant à ce stade du passage de l'enfance à l'âge adulte et à la vie active. Et ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est de voir que la famille, ça reste le socle. C'est un socle, la famille, et qu'on peut compter sur ses parents aussi dans une remise en question, et que finalement, peut-être que des parents qui avaient bridé ou brimé le jeune au moment de ses études, aux sorties d'études, pourraient être plus soutenantes et compréhensives plusieurs années, voire peut-être plusieurs décennies plus tard, parce qu'il y a peut-être une reconnexion à des racines, familiales dans certains cas, comme vous l'avez dit. Mais en tout cas, le plus important, c'est que de voir que la personne qui décide de changer d'activité, c'est pour un mieux-être, c'est pour un être soi plein, solide, épanoui, heureux. Et je pense qu'un conjoint comme un parent ou des enfants, pour faire la boucle, ne peut que se réjouir qu'un parent soit effectivement heureux, épanoui et puisse s'accomplir et contribuer, comme on dit souvent, contribuer au monde vraiment pleinement parce qu'il s'est trouvé, il a trouvé sa juste place et ça, c'est le plus beau cadeau, je pense, pour tout le monde. Pour conclure, du coup, Anne et François, qu'est-ce que vous diriez pour conclure? Est-ce qu'on est sur, est-ce qu'il y a une mode finalement de passer à l'artisanat parce qu'on en parle beaucoup, ou est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond et que ça va s'amplifier et que que le travail tel qu'on l'a conçu et depuis des décennies, voire un siècle, il est en train de basculer vers autre chose? Peut-être que le Covid a accéléré ça aussi. C'est quoi votre lecture finalement pour le futur? Alors, Il y a, mmh, il y a un point qui est important, qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, c'est la volonté du retour au concret, hein, On l'a c'est-à-dire un peu évoqué, on l'a un peu dit. mmh. voilà, comprendre ce que je fais, comprendre comment j'agis dans l'ensemble de l'organisation dans laquelle je me trouve, voir ce que j'apporte finalement au client final, voir quel est mon apport dans la conception du produit, etc. Et qu'effectivement, ben, les métiers de l'artisanat sont en phase complète avec cette volonté-là, quoi. Hein, voilà, quand j'ai un client, ben, je vois ce que j'ai fait pour lui, je vois s'il est satisfait, etc., etc. Voilà, et, Matthew Crawford, qui était un prof d'université américain et qui est devenu réparateur de motos, en étant passé par le métier d'électricien, disait ben, effectivement, quand je réparais une panne électrique chez mes clients, je voyais tout de suite la satisfaction sur leur visage. Ou quand un client repart de chez moi avec sa moto qui fait un bruit tonitruant et qui fonctionne parfaitement, ben, je lis la satisfaction sur son visage et bien sûr que moi, je suis aussi complètement satisfait. Alors,
pour conclure, moi, je suis, très optimiste. Alors, je suis plutôt optimiste, mais là, je le suis davantage parce que l'ambiance est tellement morose que je me dis: «Il faut vraiment forcer le trait de l'optimisme pour que chacun puisse trouver un peu de gaieté». Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, voilà, je pense que le monde change, que, voilà, plusieurs, facteurs, hein. Bon, on les a évoqués, donc je ne vais pas refaire la synthèse, mais éducatifs, sociologiques, environnementaux, la crise que l'on a vécue, bon, j'ose employer le passé, voilà, je ne sais pas si c'est forcément Croise les d'actu, doigts. mais tout ça fait que, je pense qu'il y a un mouvement, qui fait que les gens ont plus envie, de se reconnecter à leurs valeurs, ce qui se fait pas en un clic, hein, je pense que là, j'ai vu dans le chat, bon voilà, c'est de longue haleine, ça a besoin de maturité. C'est un travail qu'on fait sur soi, comme l'a dit Laurent, soit, voilà, avec l'aide d'un coach, d'un thérapeute, et cetera. Et je pense que les chakras sont plus ouverts aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que la psychologie, les relations interpersonnelles, enfin, toutes ces choses, le développement personnel fait plus partie de notre environnement et qu'à partir du moment où autour de nous, il y a ça, ça se fait pas tout seul, mais il y a cette envie de recherche, cette envie de me connecter à des choses qui me font vibrer et c'est aussi pour ça que l'on voit des nouvelles générations, nous, d'étudiants, hein, puisque bon, voilà, nous, ils ont toujours le même âge devant nous, donc année après année, on pourrait Vous ne dire changez pas non décennie plus, hein. d'ailleurs. Oui, on voit les comportements évoluer, on voit les choses changer, on voit, l'apparence, la carte de visite, le statut social, que tout ça n'est plus forcément une priorité. Alors, pas chez tous, mais chez beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que, voilà, il y a un mouvement qui s'est enclenché et que ce mouvement, voilà, va se poursuivre et qu'il permettra, je l'espère, à ceux qui le souhaitent, puisque d'autres sont aussi très bien dans leur travail, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc ceux qui le souhaitent, voilà, d'aller vers des choses qui, leur correspondent davantage. Alors merci Anne et François, on a été assez long, mais je pense que le sujet est passionnant le but c'est de tenir les délais d'une heure, mais je vous invite peut-être à regarder vous-même aussi, peut-être dans le chat, il y a eu quelques Oui, questions, si oui. vous en voyez, Mmh. je vous laisse pêcher vous-même, parce que c'est Ah votre ouais, sujet, là, je vous laisse piocher. il y a une remarque, voilà, qui dit, «Le temps de travail va être plus long». Alors ça, c'est vrai, c'est extrêmement vrai, on aurait pu l'évoquer. On sait qu'aujourd'hui, on va travailler longtemps, hein, on va travailler jusqu'à 65 ans, voire peut-être même 70 et voilà, il est impérieux de donner du sens. En plus, sur les générations d'avant, la retraite était plus précoce et puis il y avait parfois une attente, hein. Il me reste 10 ans, il me reste 5 ans, enfin, une espèce de compte à rebours qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est une remarque en effet, d'une très grande pertinence. Comme on sait que ça va durer longtemps, on fait en sorte que ça se passe bien. Oui, là, je vois une question de Mathias sur voilà, comment éviter que les métiers artisanaux deviennent des filières bouchées. Ah bah oui. Effectivement, la multiplication des cas qu'on a relatés Mmh. de- devenait la règle. Bon, je pense que on a beaucoup de retard à combler, hein. On le sait tous, dès qu'adolescent on est bon à l'école, si je puis dire, on nous oriente tout de suite vers des métiers, on va dire, plutôt conceptuels. Et on dit non, non, tu ne vas pas devenir mécanicien, écoute, tu as 18 en maths, etc., etc. Donc voilà, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, finalement, c'est peut-être un réalignement des planètes, hein, voilà, on retourne vers un juste milieu. Voilà, là encore, je citais tout à l'heure Matthew Crawford, il disait bah, je crois qu'on développe plus d'intelligence en réparant des motos qu'en étant prof d'université ou directeur d'un think tank comme je l'ai été. Donc voilà, je pense que on- c'est plutôt un retour vers un juste équilibre, hein. Je Oui. pense qu'on on a peut-être trop hein, Trop On était méprisé. mal extrême en fait, orienté. on était extrême, on a lâché l'ancien pour prendre du nouveau à la mode, etc. Mais Je on a ne peut-être fait dirais pas des mal erreurs. orienté, mais misorienté en quelque sorte, hein, des jeunes qui étaient tout à fait, se seraient tout à fait épanouis dans un travail manuel et que voilà et Mmh. qui peut-être se sont un petit peu fourvoyés sur la pression de l'entourage vers des métiers qui ne leur conviennent pas forcément.
Mmh. Mais on peut aussi, comme on parle de travail manuel, l'artisanat c'est avec les mains, mais on peut se réapproprier avec nos propres mains notre propre activité. C'est vrai qu'être entrepreneur, porter une offre, porter une passion, porter quelque chose qui a du sens pour soi et pour les autres et être l'architecte d'une offre et d'une démarche d'une création d'entreprise, c'est aussi une autre façon de travailler. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on oppose pas mal le salariat, le Graal du CDI, surtout en France, la sécurité, etc. Je pense qu'on va basculer effectivement avec ces périodes aussi de crise sanitaire vers une autre acceptation de l'insécurité, vers une autre acceptation de l'entrepreneuriat et de la prise de risque. Et du coup, c'est une opportunité à l'expression de soi et donc ça nécessite qu'on se connaisse bien pour faire ce qui nous convient à nous et ce qu'on peut apporter de mieux aux autres. Mmh. Alors, il y a un pas intermédiaire qu'on a découvert un petit peu, nous, dans le livre. C'est ce qu'on appelle le blurring, hein, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, bah, les C'est activités. floutage? Blurring, c'est floutage, non? Oui, c'est ça. Le Blur, c'est fait que flou, hein? ouais, il y a deux éléments. Il y a le fait qu'effectivement nos activités professionnelles et nos activités personnelles sont de plus en plus mélangées, hein. Mmh. Il y a Hmm. plus, voilà, je travaille de telle heure à telle heure dans l'entreprise et puis après je bascule vers ma vie professionnelle. Tout est beaucoup plus mélangé. Il y a ce premier point-là. Et il y a le fait aussi qu'on voit de plus en plus de slashers, ça s'appelle comme ça, Oui. c'est-à-dire de gens qui ont une activité salariée et qui développent à côté une autre activité, en général en libéral. Hein, voilà. Donc ce serait l'intermédiaire entre dire voilà, j'étais complètement salarié avec un métier sûr, etc., en emploi sûr, etc. Et puis de l'autre côté, je me lance dans une activité libérale ou artisanale risquée. Bah, voilà, l'étape intermédiaire, ça peut être ça. Ça peut être Ouais. de dire, effectivement, je réduis peut-être mon contrat de travail à 3 jours ou 4 jours, si Ça. c'est possible, et je développe pendant le temps qui reste une activité euh, en, en perso, si je peux dire, en Ouais, ouais, individuel. du temps Ouais. partagé, on peut faire que Voilà. du temps partagé libéral, on peut faire du temps partagé libéral et plus sécurisé avec un employeur. Il y a des nouvelles formules à inventer, et Ouais. une Ouais. mixité, une complémentarité. Et puis pour être finalement avoir plusieurs activités différentes, c'est l'occasion de s'exprimer Mmh. pleinement, alors que dans un seul job, bah oui, en plus avec Bien un sûr. peu de routine, comme vous l'avez dit, avec le temps, bah, on s'use plus vite, alors que le but c'est de se renouveler et donc de pouvoir contribuer et s'exprimer le plus largement possible. Ouais, ouais, et ça, c'est beaucoup. Alors là, on revient, c'est une remarque qui a été faite tout à l'heure dans le chat. On revient au fait que la carrière va être longue et donc le changement d'activité devient quasiment induit, quoi. C'est ça. Alors, il est 13h01, on peut continuer. Si des personnes doivent nous quitter dans le respect de l'horaire, je ne sais pas, François et Anne, si vous voulez continuer à répondre à quelques questions, on peut continuer et puis on enregistre. Comme ça, je mettrai la vidéo sur un YouTube, je vous enverrai le lien, comme ça, vous pourrez voir ce que vous aurez loupé. Mais si on a encore quelques minutes, on peut dépasser pour les personnes qui peuvent rester avant le déjeuner. Oui, il y a beaucoup d'interventions sur effectivement le plaisir qu'on peut prendre à travailler, hein. Ouais. Il y a le concept de centralité du travail, ce qu'on appelle la centralité du travail, c'est finalement la place que le travail occupe dans votre vie globale, si je puis dire. Ouais. Bon, on sait qu'effectivement, elle est très importante. Donc, si cette part très importante n'est pas bien vécue, n'est pas appréciée, bon, bah, tout de suite, effectivement, on va au devant de graves difficultés. C'est inévitable. Oui, Est-ce que oui, vous voyez c'est la d'autres perception même du travail. C'est-à-dire que pendant longtemps, le travail, c'était le labeur, hein. C'était le labeur, la difficulté, bon, étymologiquement, hein. Donc, c'est comme ça que s'est construit le mot travail, hein, dans labeur, difficulté, Tripalium torture aussi, même. hein, il y a la torture, hein, il y a Tripalium, tout à la- fait. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui, on est dans une relation au travail qui est une relation déjà apaisée, hein. Bon, pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, pour d'autres, le travail est encore extrêmement difficile, hein. Donc, mais pour beaucoup d'entre nous, on a une relation apaisée au travail et c'est pour ça qu'on aime aimer notre travail, d'accord? C'est l'objectif. C'est d'aimer son travail, d'aimer travailler, d'aimer ce qu'on y trouve et c'est pour ça aussi qu'il y a cette quête et cette recherche. C'est-à-dire que l'objectif du travail n'est plus seulement de nourrir au sens, alimentaire l'individu, mais il est maintenant de nourrir au sens, psychologique, épanouissement l'individu. C'est aussi pour ça que, voilà, le curseur des attentes ayant changé, ça génère bien sûr aussi ce type,
de revirement. Oui, je rebondis sur le commentaire de Jean Guattari-Augouard, mon acolyte de la vocation, effectivement. Ce qu'il évoque, c'est de l'emploi subi au métier choisi, hein. Et c'est ça, écouter sa vocation, mettre du sens, et suivre sa petite boussole intérieure, c'est vraiment ça, c'est choisir son métier en sachant qu'une vocation, hein, je le précise aussi, Jean, on insiste beaucoup là-dessus, on peut avoir une vocation, mais différentes modalités pour exprimer cette vocation. Donc différents métiers sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul métier dans une vie que l'on peut faire, mais effectivement, ça peut s'exprimer de différentes manières, et c'est la joie et l'attrait aussi de toute une carrière et toute une vie, surtout si elle est amenée à durer longtemps, c'est de pouvoir se renouveler en cohérence avec qui nous sommes et avec ce qu'on peut apporter. Voilà. Alors oui, nous, on a aussi bien conscience, nous, que la population qu'on a étudiée, voilà, qui sont des diplômés d'école de commerce, ils ont beaucoup plus d'atouts pour pouvoir changer d'activité que quelqu'un qui voilà, aurait un niveau d'études voilà, moins conséquent, si je puis dire. C'est pas lié à des Plus considérations. spécialisé, parce que c'est assez généraliste aussi, une école de commerce, ça peut Voilà. permettre Oui. d'avoir différents points d'appui. Et c'est pas seulement lié à des considérations intellectuelles. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est dans une école de commerce, bon, d'abord, on vit une multitude d'expériences parce qu'il n'y a pas seulement effectivement le temps dans la salle de cours, il y a le cursus que j'ai fait à l'étranger, il y a le stage que j'ai fait, il y a l'apprentissage que j'ai fait, Il y a le il y a BDE, l'association que j'ai les dirigée, associations. etc., etc. Donc il y a une multitude d'expériences et puis aussi on se crée un réseau. Hein, qui sont, je dirais, d'une part le réseau des diplômés d'une école, mais aussi la quinzaine ou la vingtaine de copains ou de copines qu'on s'est fait, avec qui on est resté en contact après l'école et qui peuvent effectivement nous aider grandement dans ce type de trajectoire. Ce qui est certainement moins vrai pour d'autres types de formations. Absolument. Est-ce que vous voyez d'autres questions dans le fil de discussion? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir? Et puis sinon, on va pouvoir se laisser après un échange très nourri, très riche. Je vois des remerciements qui défilent. Je pense qu'on avait pas mal, aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, on avait pas mal de coachs d'une association qui s'appelle Génération 15-25 qui accompagne les jeunes de 15 à 25 ans, donc avant bac ou après bac en études supérieures. Donc j'ai la chance d'avoir rejoint cette association de coachs également, et c'est pour ça que je les ai conviés aujourd'hui, non officiellement, mais vous aviez en face de vous pas mal de personnes qui accompagnent les jeunes, donc je pense que ça a dû les passionner. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous, ou est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, je pense qu'on a, je sais pas ce que tu Oui, en je penses, pense qu'on Anne. a fait le tour. Bon, après, c'est sûr qu'on pourrait, voilà, on pourrait aller dans plus en plus de points de détail parce que Oui. c'est un sujet, voilà, sur lequel on pourrait discuter voilà, jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais bon, là, voilà, on a mis, on va dire, le trait sur ce qui semblait essentiel. Excellent. Écoutez, Anne, François, je vous remercie beaucoup pour ce partage qui Merci était à vous vraiment tous. passionnant. Merci à vous tous et merci Laurent pour l'organisation. Tout à fait. C'est un plaisir. On pourra réitérer, à voir, hein, on pourra se réorganiser. Merci à Jean d'avoir été présent et d'avoir nourri aussi les questions. Je suis sûr que ça t'a passionné. Merci à toutes et à tous. Bon appétit, bonne fin de semaine. Merci. Portez-vous bien. Et puis, au plaisir de vous recroiser sur des sujets autour de la quête de sens, de la vocation, du collectif, voilà, et de ces années qui viennent et qui vont nous challenger. Exactement. Merci beaucoup à tous. Merci Au à revoir. tous. Merci. À Au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.